Ouais, allô, allô. Yes, Thibaut. Allô. Ouais, Oui. bon, je suis désolé, je pourrais pas être parmi vous pour l'enregistrement de cet épisode. Je suis à distance. Bah ouais, mais c'est les grèves à la SNCF, j'avais pas de train. La grève. Oh, ça y est. Non, mais Thibaut, attends, tu peux pas prendre cette excuse. Ça participe à la désinformation. Tu prends Non, cette alors excuse. attends, pardon. Elle va nous paraître évidente parce qu'on n'arrête pas. Le On train arrête. est en retard. Ouais, voilà. Encore pire, tu vois, on n'arrête pas de dire il y a la grève, il y a les trains en retard. Du coup, tout le monde va y réveil qui est en croire. retard, ouais. Non, tu participes à la désinformation. Franchement, tu peux pas te planquer avec ça. Assume. Un vrai spécialiste de la désinformation, lui, il va t'en parler, c'est David Collomb. Et si ça se passait dans le futur? Le futur? Oui, quand on ne parlera plus constamment de santé. Un monde où fumeurs et non-fumeurs vivent en parfaite harmonie. Ça tombe bien, Sony a un film de science-fiction en projet, Message du secteur 6. Une station spatiale comme lieu d'action. Et il cherche justement un cofinancier. Des cigarettes dans l'espace. C'est la dernière frontière. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes bien dans Trench Tech, le podcast qui titille votre esprit critique pour une tech plus éthique. Cyril Chaudois au micro avec Thibaut Lemann Hello tout le monde. et Mick Lévy. Bonjour à tous. Dans Thank You for Smoking, sorti en 2006, la dernière frontière semblait donc être celle de l'espace et de la crédibilité pour faire la propagande de l'industrie cigarettière grâce au cinéma. Non, mais j'avoue, attends, fumer en orbite, fallait oser quand même. Ouais, c'est pas pratique, Mick. Mais depuis, les écrans de fumée ont changé de camp et si l'art de la propagande, elle, n'a pas pris une ride, c'est désormais au cyberespace que nous sommes tous devenus accros. Pas vrai, Thibaut? Ouais, d'ailleurs, je me demande si je préférais pas l'odeur du tabac froid finalement. Ouais, faut voir. En tout cas, ce qui ne vous laissera pas de glace, c'est l'histoire que nous allons vous conter. L'histoire, avec un grand H, mes amis, de cet art de la manipulation que certains ont été jusqu'à qualifier de fabrique du consentement et qui, de nos jours, avec les technologies modernes, a pris une envergure telle que notre invité la déclare quant à lui guerre de l'information. Et face à une telle guerre, où tous les coups semblent permis, nous allons nous demander s'il est possible de résister sans sacrifier une certaine éthique démocratique. Notre invité, c'est David Collomb, historien, professeur à Sciences Po, spécialiste de la propagande et des techniques de communication persuasive. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier en date, paru en 2023, La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits, aux éditions Taillandier. Et dans cette guerre, nous sommes tous concernés, car l'objet de cette guerre, ce n'est pas un territoire, ou plutôt si, le plus intime des territoires, notre cerveau. Oui, nous sommes en guerre, et nous ne le savons pas. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode, car voici le programme. D'abord, nous reviendrons avec David aux racines du mal, la guerre mondiale sans fumée initiée par les États-Unis, pour paraphraser un ancien président chinois. Puis, nous interrogerons le double jeu des acteurs privés dans cette conquête de nos cerveaux, avant de tenter de nous rassurer en demandant à David sur quelle ligne Maginot comptait pour nous défendre. Mais ce n'est pas tout. Comme d'habitude, vous retrouverez également deux chroniques dont vous êtes fan. Débat en technocratie de Virginie Martins de Nobrega, qui nous parlera de l'AI Act, et la philothèque d'Emmanuel Goffi, bien sûr, où nous parlerons d'anthropomorphisme. Et n'oubliez pas, dans moins d'une heure à présent, nous débrieferons, juste entre vous et nous, cher public, des idées clés partagées par David dans cet épisode. Restez donc jusqu'au bout. Vous êtes prêts? Ok, alors accueillons ensemble David sans plus tarder. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David, est-ce qu'on sacrifie à la tradition de Trench Tech? Est-ce qu'on peut se tutoyer? Affirmatif. Absolument, Bien. parfait. Alors c'est parti pour notre grand entretien. Vous êtes bien dans Trench Tech et ça commence maintenant. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. La masse est incapable de juger correctement des affaires publiques. Même si, je dois le confesser, je suis pas complètement en désaccord avec cette citation. Elle n'est pas de moi, mais d'Edward Bernays. Qui? Edward Bernays, publicitaire américain, pionnier du marketing, considéré comme le père de la propagande politique. C'est donc certainement par lui que dans les années 1940, tout a commencé. Alors finalement, si la propagande et la désinformation ne sont pas l'apanage du numérique, pourquoi, David, est-ce que ça devient une telle préoccupation aujourd'hui ? Ça devient une préoccupation parce que nous sommes entrés dans une ère de propagande totale, où nos esprits sont exposés plusieurs heures par jour à la propagande, où cette propagande est désormais une propagande interactive dès lors que nous produisons des données exploitées par les propagandistes, et enfin, une propagande qui est désormais automatisée, cybernétisée, et ce de plus en plus avec l'essor des outils d'intelligence artificielle. Autrement dit, il est devenu aujourd'hui quasiment impossible d'échapper à la propagande. Mais est-ce que c'est... J'ai le sentiment qu'il y a cette peur-là depuis
toujours, je lisais un papier qui disait qu'à l'époque de Gutenberg, quand l'imprimerie est arrivée, il y avait déjà eu cette crainte de dire on va pouvoir faire de la propagande et puis il va y avoir des mauvaises informations parce qu'on va pouvoir les diffuser beaucoup plus largement. L'arrivée de la radio, même peur. L'arrivée de la télé, même peur. Est-ce que là, on n'est pas face à des comportements qui se reproduisent finalement et bon, bah, c'est l'air du temps. La racine du mot propagande, c'est la propagation, le verbe propager. Ouais. Il s'agit de propager des idées, de propager des comportements, autrement dit de propager des conduites. Et la différence fondamentale entre notre époque et les époques antérieures, c'est précisément la capacité de propager des contenus à une échelle absolument inédite dans l'histoire, quand vous songez par exemple à ces hashtags sur TikTok qui peuvent atteindre des milliards d'individus. Nous sommes en présence de quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait distinct de tout ce que nous avons connu par le passé. Ah, d'accord. Et c'est aussi qu'à chaque époque, du coup, cette capacité d'atteinte est encore à chaque fois plus forte entre l'imprimerie, la radio, la télé et maintenant le numérique. Il y a aussi cette question de l'échelle finalement. Elle l'est parce que fondamentalement, la propagande est un art appliqué, une science appliquée. Elle vise un objectif pratique, qui peut être de voter, de ne pas voter, d'acheter, de ne pas acheter, cliquer sur un lien ou de ne pas cliquer sur un lien. Et pour atteindre cet objectif pratique, ceux qui recourent à la propagande s'appuient sur les progrès des technologies et les progrès des sciences pour sans cesse perfectionner leur art. Tu mentionnais tout à l'heure Édouard Bernays. Il s'est inspiré à la fin de la Première Guerre mondiale de la pensée de son oncle Freud, parce que le premier, il s'est demandé ce qui, dans la pensée freudienne, pouvait être appliqué à l'art de la persuasion de masse, aussi bien dans des campagnes publicitaires que déjà dans des campagnes politiques. Alors, je ne sais pas qu'il y avait un lien de parenté entre les deux, là. Oui, c'est peut-être pas mal de rappeler quand même un petit peu l'histoire d'Edward Bernays et de rappeler simplement à quel moment ça arrive dans l'histoire aux États-Unis, post-Seconde Guerre mondiale. Tu peux nous en dire deux mots ? Post-Première Guerre mondiale. Ouais. Bernays est né à la fin du 19e siècle. Il a émigré tout de suite aux États-Unis. Il a ensuite entamé sa carrière de publiciste, comme on disait, avant de se spécialiser dans les relations publiques à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il est celui qui a eu la plus grande longévité. Il a publié en 1928 un livre qui s'appelle Propaganda, qui est un best-seller jusqu'à nos jours. Mais au risque de vous choquer, de vous heurter, il n'est pas le génie de la propagande qu'il prétendait être. Il en est d'autres qui ont eu beaucoup plus d'importance, soit avant lui, soit après lui. Fondamentalement, les États-Unis ont été le creuset de la publicité scientifique, ils ont été le creuset des relations publiques, du lobbying, ils ont été le creuset également des études de marché, des sondages, ils ont été le creuset d'écoles vouées à l'étude des courants de la communication et des laboratoires voués à l'influence sur les comportements humains. Et dès lors, c'est cette fabrique de la persuasion à grande échelle qui, de proche en proche, a gagné le monde industrialisé dans son ensemble. Et pas simplement le monde démocratique, puisque ces maîtres de la manipulation, comme je les ai appelés dans un précédent ouvrage, ont souvent été recrutés par des régimes autoritaires pour mener leur propre campagne. Et justement, un autre auteur, Noam Chomsky, disait que la propagande est à la société démocratique ce que la matraque est à l'État autoritaire. Donc on est un petit peu confus. C'est vrai que les propos d'Edward Bernays cités par Mick en introduction, ça sonne pas très démocratique finalement dans l'esprit. Donc quelle différence fais-tu entre la propagande issue du monde publicitaire et donc d'une volonté d'influencer, on pourrait penser gentiment, les opinions et d'abord pour de la consommation, et la désinformation telle qu'on la vit à l'heure actuelle, certes sous un angle plutôt politique, mais ça a l'air d'être le même combat quand même. La désinformation est un outil au service de la propagande qui définit toute stratégie de communication de masse qui vise à agir sur les conduites des individus à grande échelle. En l'occurrence, dans un régime autoritaire, la propagande est le prolongement de la terreur. Il s'agit d'imposer une idéologie, d'imposer l'image d'un dictateur. Il s'agit d'empêcher, comme aujourd'hui en Russie, l'expression d'une opinion dissidente. Tandis qu'en démocratie, la propagande repose nécessairement sur une autre démarche qui est celle de l'art de la persuasion. Il s'agit de conduire les individus
à adopter le comportement, notamment électoral, ou en termes de versement des impôts, que l'on attend d'eux. Dès lors, ce que traduit cette référence à Chomsky, et avant Chomsky, la pensée des théoriciens de la fabrique du consentement, dont Walter Lippmann, c'est l'idée qu'au fond, si on ne peut pas suivre le peuple, parce que le peuple ne nous semble pas digne d'être suivi dans ses volontés, il faut alors fabriquer le consentement du peuple à ces décisions, ces politiques que l'on juge nécessaires, bonnes et justes. Que l'on juge nécessaire, bonne et juste. Et c'est peut-être là que se situe la véritable question. C'est Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est nécessaire? Oui, ou qui sommes-nous pour décréter ce qui est bon et juste? Parce que de l'autre côté, dans les camps adverses, ils sont pas loin d'avoir la même idée, finalement, que leur combat est juste et bon, et meilleur que le nôtre. Oui, bien évidemment. La propagande n'est pas un mal en soi. Ce qui doit être jugé à travers la propagande, c'est d'une part le but poursuivi. Si vous faites de la propagande pour exterminer un peuple, ce n'est pas exactement la même chose que de faire de la propagande pour vendre des yaourts. On est d'accord. Ensuite, il faut juger le mode de propagande auquel vous avez recours. Si vous faites de la propagande blanche, c'est-à-dire officielle, sans masquer l'origine de votre discours et sans recourir à la désinformation, par exemple, comme le font généralement les diplomaties publiques des régimes démocratiques, vous êtes dans quelque chose que l'on considérera comme normal. Quand, en revanche, vous recourez à des officiers de renseignement pour mener des actions de subversion à l'extérieur de vos frontières, pour agir sous faux drapeau et manipuler l'opinion ou exacerber les tensions, vous recourez là à un mode de propagande noire, qui est hautement contestable. Il ne faut pas s'en tenir en matière de propagande à la question de la désinformation. Parce qu'en réalité, vous pouvez tout simplement mettre en évidence des choses tout à fait vraies, mais qui sont dommageables à la société adverse. Le KGB n'a pas inventé la ségrégation raciale pendant la guerre froide. Simplement, le KGB a fait de la ségrégation raciale l'un des thèmes privilégiés de sa propagande et de ses campagnes de déstabilisation pour fragiliser l'image des États-Unis. Tu nous parles de propagande blanche. J'ai un peu de mal à matérialiser. Ce serait quoi des exemples de propagande blanche qui sont, transparentes d'une certaine manière, ou en tout cas la démarche fait l'objet d'une certaine forme de transparence? Le 4 février, l'agence TASS, qui est l'agence officielle de la Russie, a publié une déclaration de Dmitri Medvedev, qui est le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et président du parti politique de Vladimir Poutine, dans lequel il explique que oui, bien évidemment, la Russie va chercher à soutenir les partis anti-système en Europe parce qu'il est dans son intérêt que ces partis obtiennent de bons résultats. Il s'agit d'une campagne de propagande, tout ce qu'il y a de plus officiel, on connaît la source, elle ne se cache pas, le contenu n'est pour le coup manifestement pas mensonger, puisqu'il est étayé dans les faits par tout ce que l'on sait aujourd'hui des opérations russes, c'est ce que l'on appelle de la propagande blanche, puisqu'il en attend un effet, en l'occurrence auprès des opinions publiques européennes. Pour prolonger un peu la pensée, dans les démocraties, normalement, l'information, elle circule relativement librement, on va dire même plutôt très librement. On parle souvent de cette fameuse expression, la liberté d'expression, c'est vraiment notre leitmotiv. Et du coup, très régulièrement, les outils web ou les réseaux sociaux sont l'expression justement de cette liberté d'expression. Pourquoi on n'assiste pas à une espèce de forme d'autorégulation dans ce cadre-là? Pourquoi est-ce que tout ça exacerbe un peu ce sujet? Thibaut, tu présentes là une vision extraordinairement libérale, classique, avec cette idée que les marchés ne peuvent pas, les marchés s'autorégulent, se stabilisent, l'offre, la demande, etc. Et tu supposes aussi qu'il y a une demande d'information de qualité et d'information authentique. Je ne suis pas sûr que c'est la première information que nous recherchions nécessairement quand tu vois le succès, par exemple, de photos de chats sur les réseaux sociaux. Non, plus sérieusement, Ivan Agayans, qui était le grand chef
du service de désinformation du KGB pendant la guerre froide, qui a été 2 fois ambassadeur à Paris, avait une formule que je trouve très révélatrice. Il disait, si la liberté d'expression n'existait pas, en Occident, il faudrait l'inventer pour les Occidentaux. D'autres manipulateurs de masse russes se sont maintes fois félicités de la simplicité et de la facilité avec laquelle ils parvenaient à instrumentaliser les libertés pour les retourner contre les régimes démocratiques. Parce que nous sommes des sociétés ouvertes, nous sommes des sociétés de liberté, nous valorisons la contradiction, nous respectons les différents points de vue, à la différence des régimes autoritaires où le point de vue qui n'est pas celui de l'État est réprimé parfois extrêmement durement, comme on le voit aujourd'hui en Russie. De la sorte, les régimes autoritaires n'ont aucun mal à, faire basculer le marché de l'information à leur avantage. Ils le font ouvertement, de façon transparente, en recourant à la propagande blanche dont on a parlé. Ils recourent aussi à des formes de propagande plus discrètes, comme celles qui ont été révélées dans Le Point très récemment avec le cas de journalistes français qui étaient traités par des services de renseignement étrangers. Ils le font en recourant aux services de sociétés occidentales spécialisées dans le lobbying, l'influence. C'est-à-dire qu'ils arrivent à peser sur le débat public, à façonner le débat public. Mais c'est là où, justement, ça sous-entendrait, alors je ne suis pas sur la liberté complète, mais plutôt sur le fait que j'ai plutôt une envie de croire en l'esprit collectif plus qu'autre chose, et de me dire que finalement, dans l'image que tu as l'air de dépeindre, nous sommes beaucoup plus malléables et beaucoup plus influençables qu'une autre civilisation qui serait peut-être sur un régime un peu plus dictatorial. Et donc, je pensais qu'on avait au moins la richesse intellectuelle d'aller contrôler, enrichir et chercher un petit peu la quête de vérité et être moins sensible à ce genre d'influence. Non, mais ce qu'il y a en fait, si je comprends bien, c'est qu'on est véritablement en guerre. C'est-à-dire que nous, on a... Avant de dire qu'on est en guerre, Mick, il faut considérer le fait que l'information en Occident repose sur un marché. Et ce marché de l'information est un marché économique. Sur les réseaux sociaux, c'est très simple. Ce marché économique est tributaire des revenus publicitaires. Et donc, l'intérêt des plateformes est de maximiser le type de revenu, de valoriser le type de revenu qui va maximiser le revenu publicitaire. Bon, ce qui ne valorise pas, Thibault, l'information de qualité, on le sait. Ensuite, en ce qui concerne les médias traditionnels, c'est la même logique qui est à l'œuvre. Dès lors que ces médias, depuis une trentaine d'années, dans les pays démocratiques occidentaux, traversent une crise sans précédent de leur modèle économique. Lorsque Google Trends et Google News ont modifié leurs algorithmes il y a quelques mois, à la rentrée dernière, cela a placé les journaux, les médias occidentaux dans une situation de dépendance considérable à l'égard de tendances qui sont influençables par le recours à des dispositifs de Search Engine Optimization. Et ça les rend à la portée de ces agences spécialisées dans le trucage du marché de l'information. Et c'est ça auquel nous devons faire face aujourd'hui. Alors c'est aussi comme ça d'ailleurs. Un marché qui ne garantit plus l'intégrité de l'information. Pardon. Non, très bien, merci David. C'est d'ailleurs aussi comme ça que l'Europe cherche à réguler, et c'est ce dont on va parler dans cette chronique Débat en technocratie. Débat en technocratie. Alors, Virginie, aujourd'hui, tu nous emmènes explorer le volet réglementaire de l'IA. Les États membres de l'Europe ont approuvé à l'unanimité le 2 février 2024 la loi sur l'IA, le fameux AI Act. Alors, que doit-on en retenir des quelques 250 pages de texte ? 8 points. Le premier, c'est que c'est le premier texte réglementaire en matière d'IA. Deuxième point, il s'applique à tout le cycle IA pour tous les secteurs, à l'exclusion du militaire et de la défense, qui est assez classique. Troisièmement, il s'applique également aux entreprises ou aux individus étrangers qui placent sur le marché ou utilisent pour la première fois le système IA en Europe, c'est ce qu'on appelle l'effet extraterritorial. Quatrième point à retenir, il y a une classification des risques à 3 niveaux, faible, modéré, inacceptable, et des obligations afférentes différentes, qui vont de l'obligation de transparence, la traçabilité, système d'évaluation et de gestion des risques, gouvernance des données, etc. En sus de cette obligation générale de transparence, tu auras des règles spécifiques pour les modèles d'IA à usage général qui présentent des risques systémiques,
6e point, tu as une évaluation droits et libertés fondamentales pour les systèmes à haut risque et les applications liées au secteur public et obligatoire. 7e point, tu auras des amendes forfaitaires qui pourront allant de 1 à 7% du chiffre d'affaires. Et dernier point, 8e point, les différentes autorités seront au niveau national et européen et superviseront la mise en œuvre de ce texte. Et bien avec ces 8 points et 250 pages, donc, l'Europe confirme sa stature mondiale en matière de réglementation de la technologie. Peut-on aller jusqu'à parler d'exception européenne ? Si tu mets en perspective ce texte avec les déclarations politiques d'Hiroshima, du G20, de certains pays du Sud, de la Chine et des États-Unis, qui sont quand même très prévalents sur le domaine, nous sommes en phase, je dirais, avec les déclarations d'intention pour une IA de confiance, centrée sur l'humain, respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales et devant être encadrée pour en limiter les impacts néfastes sur les utilisateurs, les populations et les plus vulnérables. Il confirme aussi la volonté de l'Europe d'avoir une IA de confiance axée sur le facteur humain. Ça s'inscrit également dans le momentum lancé par le texte de l'UNESCO, par l'ITU, l'OCDE, le Conseil de l'Europe. Donc, on est vraiment dans la mouvance actuelle, en tout cas au niveau des déclarations politiques. Maintenant, en pratique, en effet, l'Union européenne est le premier bloc régional à mettre en place un régime complet et particulier couvrant l'entièreté des applications IA, les services numériques, le marché du numérique. Et donc, dans un contexte international instable, avec une course effrénée à l'IA qui est vue comme un facteur de croissance, de productivité et d'avantage stratégique, on pourrait dire que c'est un choix politique unique, assumé, de trouver un équilibre entre la loi du marché, l'innovation et les valeurs humaines, et donc oui, peut-être une exception européenne. Cool. Bon, et alors en pratique, pour moi, utilisateur et citoyen, quel est l'impact de ce fameux AI Act ? Je pense que pour nous, utilisateurs et citoyens, l'exemple le plus parlant, ce sont les interdictions qui sont faites au titre d'un risque jugé inacceptable pour nous, citoyens et la société telle que nous la voyons, telle que nous la concevons et telle que peut-être nous voulons la développer ou la nourrir par l'IA. À savoir, et là je donnerai peut-être plusieurs exemples qui vont montrer quand même à quel point ça peut être impactant. Interdiction des techniques subliminales pour manipuler et influencer les comportements humains. Interdiction du profilage biométrique pour catégoriser les personnes en fonction de critères ethniques, de pensée ou de croyances. Interdiction du profilage criminel pour la prédiction des crimes, c'est-à-dire prédire en fonction de critères ethniques, religieux, de croyances, qui va commettre un crime ou qui est plus susceptible de commettre un crime, ce qui en fait s'opposait vraiment à notre notion d'état de droit. Interdiction qui a été dès le début du scoring social. Le scoring social, c'est, comme on le sait, permettre l'évaluation et les classifications des personnes en fonction de leur comportement, jugé conforme ou non à une norme sociale, pouvant anticiper des traitements différenciés et moins favorables, notamment le retrait des aides sociales ou le retrait d'un droit. Et en matière de police, interdiction de l'utilisation en temps réel des techniques biométriques, typiquement la reconnaissance faciale, de façon généralisée, sauf exception. Encore une fois, là, c'est peut-être le modèle européen, l'exception européenne, mais c'est pas le cas dans tous les pays, puisque tu as une généralisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public, notamment en Europe centrale, en Asie ou dans le Sud-Caucase. Et enfin, interdiction de la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail ou au niveau éducatif, sauf pour exception de sécurité et de santé. Concrètement, tu peux pas avoir un logiciel dans ton ordinateur si tu travailles en télétravail pour voir si tu travailles ou si tu travailles pas. Si tu es à l'école, on peut pas juger de savoir est-ce que tu es attentif, est-ce que tu es en colère, et donc induire une forme de régulation sociale du comportement, des émotions. Et donc oui, c'est un peu important et c'est intéressant pour nous puisqu'on défend aussi une vision de l'Europe, une vision de nos sociétés. Et encore une fois, la question c'est pour qui, pourquoi et comment nous le faisons. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Walter Lippmann, ce nom a déjà été prononcé tout à l'heure par David, contemporain de Bernays. Lui disait que quiconque maîtrise le processus de formation de l'opinion publique est capable de la manipuler. Nous venons de voir que cette guerre de l'information est surtout une guerre cognitive. Les territoires à conquérir sont désormais nos cerveaux. Or, qui possède aujourd'hui notre attention ? Disposant ainsi d'une porte béante sur notre cognitif, sinon les acteurs de la tech, ces faiseurs d'algo, qui, pour reprendre Lippmann, maîtrisent le processus de formation de l'opinion publique. Alors David, quelle est leur véritable place dans cette guerre à ces acteurs privés ? Sont-ils le bras armé des États, comme le pense par exemple Asma Mala, ou des francs-tireurs ? Alors, il faut savoir de quels acteurs on parle. Si on parle des plateformes, oui. Asma a tout à fait raison de souligner le fait qu'elles sont des acteurs géopolitiques à part entière. Et bien évidemment, elles sont tributaires de l'environnement politique qui est le leur, et il est difficile pour une plateforme américaine de ne pas autoriser des backdoors pour les services de renseignement américains, tout comme il est difficile pour une plateforme chinoise de ne pas autoriser les mêmes backdoors
porte dérobée pour les services de renseignement chinois. Là, ils répondent à une demande spécifique dans ce cas-là. Ils répondent à une obligation qui est la subordination d'une entreprise de technologie aux intérêts stratégiques de l'État qui l'abrite. Voilà. En l'occurrence, il ne faut pas oublier que, 2 points d'histoire. Dans les années 1990, la guerre froide était finie, il y avait beaucoup moins d'investissements dans les services de renseignement. Et lorsque Internet s'est développé, la difficulté pour la NSA et pour la CIA, c'était de ne pas disposer des outils nécessaires pour monitorer l'Internet commercial naissant. Raison pour laquelle ils ont investi dans un certain nombre de startups pour ne pas passer à côté de cette révolution. Et on a vu, par exemple, Google rendre des services importants à la NSA pour se doter d'outils de catalogage du web à l'époque. Ça, d'accord. Et de façon générale, il est très difficile pour une entreprise de la tech d'échapper totalement à un environnement industrielo-militaire, dès lors que pour les plus petites d'entre elles, leurs contrats en dépendent très nécessairement. Oui. Alors justement, by design, par rapport à leur business model et sur cette idée d'aller conquérir la planète, comme ce fut le cas par le passé avec la pop culture, avec les grandes marques de grande consommation, etc., type Coca, etc., est-ce que c'est une façon aussi d'être le bras armé de ces États, pas uniquement dans une logique de subordination à ces États lorsqu'on leur demande d'ouvrir des backdoors? Il est certain que ces plateformes ont une ambition qui leur est propre. J'ai consacré un chapitre d'un livre récent à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg n'a pas pour projet de subordonner son entreprise aux intérêts géostratégiques des États-Unis. Il se pense en empereur mondial de la tech et au contraire, il essaye depuis longtemps de séduire le régime chinois pour accéder à l'esprit des Chinois. Il était prêt à adapter Facebook aux attentes du Parti communiste. Il a même demandé à Xi Jinping d'être le parrain de sa fille à naître. Xi Jinping lui répondait que c'est quelque chose qui... c'était trop d'honneur, c'était trop de travail, trop de responsabilité. Il faudra emmener sa filleule au cinéma et tout. Non. Cet honneur impliquerait trop de responsabilité. D'accord. Mais plus sérieusement, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est précisément le fait qu'à partir du moment où vous êtes intéressé par des marchés au-delà des frontières de régime démocratique, et toute entreprise globale est nécessairement intéressée par les marchés de régime autocratique, vous ne pouvez pas ignorer les attentes de ces régimes autocratiques. Et vous ne pouvez pas, par exemple, fermer l'accès de votre API quand vous avez une API à des plateformes ou des développeurs de régimes autoritaires, pas plus que vous ne pouvez refuser ou ne vous sentez le besoin ou l'envie de refuser l'argent qui vient d'agents qui opèrent pour le compte de la Russie ou de la Chine. Et c'est ce que je raconte longuement dans le dernier livre à propos des technologies de Cambridge Analytica. Ah voilà, justement. Précisons juste au passage, une API, c'est un service ouvert par typiquement une plateforme comme Facebook ou autre pour permettre à des développeurs de développer eux-mêmes d'autres services en se basant sur Facebook, en se basant sur des services ouverts sur Facebook. Oui, on n'a pas que des geeks dans l'audience. Vous n'avez pas que des geeks. Non, il n'y a pas que des geeks. Si on a un super geek qui peut venir recabler le studio, là, parce qu'il y a tout qui est en train de lâcher peu à peu d'ailleurs. Mais bon, revenons à nos moutons. Mais revenons justement, à tu nous parles des API. C'est justement ces API, ces mécanismes en particulier qui sont des mécanismes techniques, rappelons-le, qui ont servi effectivement à Cambridge Analytica et à cette fuite de données massive par des applis qui ont été développées on top de Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça et qu'est-ce que ça révèle du sujet? Le sujet, c'est pas la fuite de données. Les médias français sont focalisés sur la fuite de données Cambridge Analytica. Le vrai sujet, c'est ce qu'on faisait des données. Ouais, c'est la manipulation qu'il y a eu avec, c'est clair. Le fait que ces données ont permis à des systèmes qu'on appellerait aujourd'hui d'intelligence artificielle, des systèmes d'apprentissage profond, de prédire les caractéristiques des individus, politiques, psychologiques, sur la base de ce qu'ils aimaient sur Facebook. Pour ensuite leur afficher des publicités, pour ensuite leur afficher des campagnes personnalisées et donc influencer leur vote. Ouais. Et ce qui pas simplement des campagnes personnalisées. Ce que je raconte dans le livre, c'est qu'ils se sont surtout intéressés. Alors, Steve Bannon, qui était le vrai patron de Cambridge Analytica,
s'intéressait à la constitution de son armée de trolls harceleurs en ligne. Et il était très intéressé par les travaux d'Alexander Kogan, qui est l'ingénieur vraiment central dans l'affaire Cambridge Analytica, parce que celui-ci se focalisait sur des personnalités extrêmes, qu'on appelle de la sombre triade, qui sont les plus susceptibles d'adhérer à des théories du complot et de s'engager dans des actions violentes. Et c'est précisément les travaux de Kogan qui ont intéressé aussi, à cette époque, c'est-à-dire l'hiver 2013-2014, le renseignement russe, qui a dupliqué les expériences de Cambridge Analytica avec le concours d'Alexander Kogan, qui a été recruté pour travailler avec une équipe de psychologues de l'université de Saint-Pétersbourg. Et tout cela participe d'une caractéristique fondamentale de la propagande numérique russe depuis plus de 10 ans, c'est leur maîtrise absolument éblouissante de ce qu'on appellerait le marketing digital. Ils ont recruté de nombreux spécialistes de cette question du marketing, ils se sont préoccupés du Search Engine Optimization, et aujourd'hui, quand vous regardez les opérations russes, elles sont le plus souvent confiées par le Kremlin ou les services de renseignement russes à des petites sociétés russes spécialisées. Alors attends, justement, s'il te plaît. Il faut que David. Non, pardon. Il faut que David. On a trop de questions à te poser, David. Oui, il faut que David. Il y a une négo par le regard entre nous depuis le début de l'épisode. Ça vire à la baston même. Il faut absolument que David nous parle 2 secondes d'Alexander Kogan, juste en nous rappelant, il a passé brièvement sur la sombre triade. C'est quand même, il vient de nous le dire, à la source même de ce qui a inspiré ensuite les Russes avec ces techniques de marketing digital. Rappelle-nous s'il te plaît en quelques mots, Alexander Kogan, cette sombre triade, c'est quoi exactement ? Alors, Kogan est né en Moldavie, c'est-à-dire en Union soviétique en 1987. Il a brièvement vécu à Moscou avant d'émigrer aux États-Unis, puis d'obtenir doctorat en physique à Hong Kong, puis enfin il s'est spécialisé dans la psychographie dans une équipe de psychologues de l'université de Cambridge qui précisément élaborait des tests de personnalité en ligne pour prédire des caractéristiques à partir de données Facebook qui étaient croisées avec les données des tests psychométriques. Et lui, à l'origine, ses travaux portaient sur la prosociabilité, c'est-à-dire les émotions positives. Mais en creux, il étudiait les émotions négatives et un jour, il a focalisé ses recherches sur les émotions négatives pour le compte de Cambridge Analytica. Et l'un des premiers contrats de Cambridge Analytica, c'était pour un État des Caraïbes qui voulait identifier les personnalités les plus extrêmes pour recruter des futurs hommes de main. Parce que quand vous ciblez des gens qui sont susceptibles... C'est comme ça qu'ils ont ciblé Cyril, c'est à ce moment-là. Fais gaffe, t'as un contrat sur la tête. C'est clair. Et donc, la Dark Triad, ce sont des personnalités extrêmes, asociales, des gens qui ont des traits à la fois psychopathiques, machiavéliens et narcissiques. Statistiquement, il y a très très peu de chances qu'il y en ait un dans le studio. Ah, c'est rassurant. Mais Thibaut est à Paris là. Thibaut n'est pas au studio. À l'échelle des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou TikTok, il y a de quoi remplir plusieurs stades de France. Et à partir du moment où vous êtes capable de cibler ces individus en les identifiant sur la base de ce qu'ils aiment, par exemple, en 2013, quelqu'un qui aimait les soucoupes volantes, le paranormal et les couteaux avait une forte probabilité de relever de ce type de personnalité. Wow. Eh bien, vous les touchez par des publicités ciblées sur la base de ce qu'ils aiment, sans avoir aucune donnée personnelle sur eux, puis vous les engagez dans une propagande, dans une chambre d'écho, et enfin, vous les engagez dans l'action en les faisant passer à l'acte. Et là, tu les trouves au Capitole. On n'est pas ici dans de la science-fiction. On est dans quelque chose qui aujourd'hui est bien étayé, c'est-à-dire que les gens qui relèvent de cette catégorie-là étaient aux premières loges le 6 janvier 2021 pour l'insurrection du Capitole. Du coup, au fait, ce que tu es en train d'ouvrir comme porte, enfin qui est déjà bien grande ouverte, mais c'est si on regarde un petit peu l'autre bloc qui essaye de se lever face aux USA, c'est la Chine. On pense notamment avec TikTok. On a beaucoup entendu parler, des craintes d'espionnage que l'on peut avoir, notamment dans l'administration US ou française.
Mais finalement, en fait, c'est pas uniquement l'espionnage, la vraie crainte que l'on a derrière. Ça va un peu plus loin que ça. Ça va bien plus loin. Par exemple, pour prédire la personnalité des individus, les Russes, il y a 10 ans, travaillaient sur des traces numériques. Les likes. Là, le renseignement chinois, dès lors qu'il a un accès à TikTok, ce qui semble aujourd'hui bien étayé, peut non seulement élaborer des prédictions sur les caractéristiques des individus sur la base d'une induction, enfin, d'une approche inductive, une inférence statistique sur la base des données disponibles, mais ils peuvent aussi le faire par voie déductive, c'est-à-dire que le système peut, une fois qu'il a prédit qu'un utilisateur de TikTok était anxieux, l'exposer à des vidéos anxiogènes pour valider ou invalider cette prédiction, et enfin recourir à l'apprentissage profond, le deep learning, pour identifier des émotions. Tout à l'heure, il a été question de ces techniques qui sont interdites par les AI Act. C'est une très bonne nouvelle qu'elles le soient. Maintenant, ces techniques sont interdites en Europe. Il est très difficile d'interdire leur usage en Chine. Il va être extraordinairement compliqué à la Commission européenne, le moment venu, si elle lance une enquête contre TikTok en application de l'AI Act, d'établir ce qu'il en est réellement. Parce que on ne peut pas, c'est une boîte noire. Et je termine, sur les menaces. Ça, c'est la capacité de l'outil à inférer des caractéristiques personnelles, mais ensuite, il y a la capacité de l'outil à les exploiter pour fragiliser la psychologie des individus. Les études disponibles montrent par exemple que quelqu'un d'un peu déprimé sur TikTok est exposé en quelques dizaines de minutes à des contenus encore plus déprimants avant d'être progressivement poussé au suicide. Oui. Il y a une enquête qui a été ouverte sur la base du DSA par la Commission européenne il y a quelques jours, qui porte précisément sur le soupçon d'un défaut de respect des obligations à l'égard des plus jeunes, à l'égard des mineurs. Je pense que la question cruciale que l'on doit se poser à propos de TikTok, au-delà de la propagande, au-delà du caractère addictif, au-delà également de la collecte massive de données qui est réalisée, c'est celle de l'enjeu sanitaire pour la psychologie de ces utilisateurs, à commencer par ces jeunes utilisateurs. Bien, alors, sur ces joyeusetés, nous allons voir que parfois, on n'a pas besoin d'être poussé trop fortement pour avoir nous-mêmes une tendance à faire des choses assez étranges. Et on va parler à nouveau d'IA dans la philothèque d'Emmanuel Goffi, puisqu'on va parler de notre tendance à considérer ces IA comme nos alter ego. De la philo, de la tech, c'est philothèque. Donc on le sait tous, les IA et IA génératives en particulier font le buzz, et avec leur explosion, qui est liée donc à cette capacité que nous avons de traiter avec elle en langage naturel, eh bien va de pair l'anthropomorphisation. Merci pour ce terme, Emmanuel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce phénomène d'anthropomorphisation qui se développe à mesure que l'usage des ISG se développe également? Alors la question de l'anthropomorphisation, elle est ancienne, et la volonté de dupliquer les capacités cognitives humaines est consubstantielle à la fois de celle de la duplication du corps humain et, au moins en Europe, d'un héritage philosophique qui envisage l'humain comme une machine composée d'une partie matérielle, le corps, et d'une partie immatérielle, l'esprit, auquel on ajoute parfois une troisième dimension que serait l'âme. Ce dualisme, que l'on retrouve chez Platon ou chez Descartes, eh bien, c'est doublé d'un rationalisme scientifique qui est venu renforcer cette comparaison entre l'humain et la machine. Par conséquent, l'idée que la machine duplique les capacités humaines ou vient combler ses incapacités induit systématiquement une comparaison homme-machine, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan psychologique. Avec l'arrivée des systèmes d'intelligence artificielle, eh bien, on a plongé dans l'anthropomorphisme psychologique, anthropomorphisme exacerbé par les systèmes d'IA générative, et surtout cette possibilité d'interagir avec ces systèmes en langage naturel. Dans son avis numéro 7 sur les enjeux éthiques des SIA génératives, le Comité national pilote d'éthique du numérique recommandait, je cite, de réduire la projection des qualités humaines sur les systèmes d'IA génératives, notamment en informant d'ailleurs l'utilisateur des biais éventuels de l'anthropomorphisation.
Alors le problème avec cette injonction, tout à fait légitime mais vaine, c'est qu'elle va à l'encontre de cet héritage, mais aussi de notre propension à projeter notre humanité sur des artefacts. Donc même si on s'efforce de faire en sorte que les machines ne ressemblent pas aux hommes, quelque part, on se projette quand même, et on projette surtout notre humanité sur elles. En gros, l'anthropomorphisme, c'est à 2 dimensions que ça se joue, c'est ça ? Alors tu soulèves un point très important. On approche trop souvent l'anthropomorphisme au travers du fait que les systèmes d'IA imitent les capacités cognitives humaines, mais on oublie qu'indépendamment d'ailleurs du degré de ressemblance psychologique avec l'humain, nous avons tendance à attribuer des caractéristiques humaines aux objets. On voit ça par exemple chez l'enfant, dans sa relation à son doudou, mais aussi chez les adultes, par exemple, dans la relation quasi charnelle qu'entretiennent certains avec des objets tels qu'une voiture ou une arme. Certains soldats américains ont même développé des relations de fraternité d'armes avec des robots de combat pas du tout anthropomorphes, au point même de risquer leur vie pour aller les récupérer dans des situations dangereuses. De fait, ça n'est pas toujours le système qui induit l'humain en erreur en raison d'une ressemblance physique ou intellectuelle, c'est aussi l'humain qui est victime de ses propres travers en termes de projection symbolique d'humanité sur des artefacts. Cette capacité de projection, elle peut d'ailleurs être accentuée dans certains contextes culturels, tels que ceux marqués par l'animisme qui considère que les objets ont une âme. Je vois. En fait, il faut faire preuve d'esprit critique pour bien comprendre la complexité du sujet, c'est ça ? Exactement, et c'est ce qu'on dit à chaque fois d'ailleurs, c'est la raison d'être de TrenchTech. Il faut s'extraire du narratif pour essayer de comprendre les phénomènes, et pour les comprendre, il faut nécessairement faire preuve d'esprit critique. Sur le sujet, on peut par exemple lire les travaux d'Amani Alabed, Anna Javornik et Diana Gregory-Smith, qui apportent un éclairage plus large sur l'anthropomorphisme en traitant notamment des notions d'autocongruence, c'est-à-dire les relations entre l'intelligence artificielle anthropomorphisée et les processus liés à l'identité, et d'auto-intégration de l'IA, qui renvoie au lien psychologique qui fait que les systèmes d'IA sont perçus comme faisant partie du concept de soi. Alors, dans un autre registre, en 2022, dans sa thèse qui portait sur les robots sociaux, Dale David étudiait l'anthropomorphisme comme stratégie de compensation d'un manque de contrôle. Bref, derrière l'apparente simplicité du concept et les injonctions superficielles qu'il suscite, se cache une complexité qu'il est nécessaire de connaître et qui exige un passage au crible de l'esprit critique pour être appréhendé utilement. TrenchTech, esprit critique pour tech éthique. David, j'ai vu que cette chronique a suscité des réactions chez toi. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Oui, absolument. Je voudrais ajouter un nom à la liste qui vient d'être donnée de références bibliographiques, qui est le nom de Brian Jeffrey Fogg, qui est le créateur du Behavior Design Lab de Stanford, qui a fait sa thèse sur les ordinateurs charismatiques. C'est-à-dire qu'il a réalisé que nous interagissions avec les ordinateurs comme avec des êtres humains, ce qui conduit à la possibilité, à l'époque théorique, mais qu'il a vérifié empiriquement, d'appliquer à ces interactions les règles de la psychologie, les lois de la psychologie sociale, les lois du comportementalisme, notamment du comportementalisme radical. Et dans son laboratoire, à Stanford, il a formé des générations d'ingénieurs qui, dans les années 2000, ont rejoint les équipes de croissance des géants du numérique, chargés littéralement de pirater le cerveau des utilisateurs en exploitant ses caractéristiques psychologiques et ses interactions. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons une tendance naturelle à projeter des caractères humains sur les machines, ce qui nous rend en retour potentiellement manipulables par ceux qui conçoivent les designs de ces machines. Et voilà, la boucle est bouclée. Effectivement, on va conseiller le livre à Emmanuel s'il ne l'a toujours pas lu. David, on ne va pas tourner autour du pot. Si on regarde un petit peu notre activité, on a d'un côté l'Ukraine, Israël, les législatives européennes, les JO de Paris, les présidentielles américaines. Bref, on a un sacré programme 2024 avec plus de la moitié de la population qui a appelé aux urnes. Puis de l'autre côté, on a l'intensification des cyberattaques, l'explosion de l'IA générative, les deepfakes, l'influence des plateformes sociales qui ne tarit pas. Notons que plus de 100 millions d'utilisateurs du nouveau réseau social Meta en moins de 3 mois, c'est hallucinant. David, devons-nous craindre qu'en 2024, il y ait un point de rupture en matière de déstabilisation internationale, justement facilité par la tech ? C'est plus une crainte, c'est une réalité à ce stade. Nous le savons, les États le savent. Ensuite, leur niveau d'alerte varie d'un État à l'autre. Nous avons la chance en France d'être dans un État qui a pris conscience de la menace et en l'occurrence de la guerre de l'information qui nous émanait par la Russie. Je reprends non pas le titre de mon livre, mais les mots mêmes du Quai d'Orsay il y a quelques jours pour dénoncer les opérations de manipulation
russe. Il y a tu une parles de Portal Combat intensification de ces activités. Pardon, oui, tu fais dans la foulée de Portal Combat, vous savez, au-delà des noms des opérations de Paul Genger, Portal Combat, il y a la volonté manifeste du Kremlin d'interférer avec notre débat public, d'interférer avec notre processus démocratique, et au-delà, de le fragiliser. Il faut bien comprendre une chose que je peux dire ici, parce que vous le comprendrez mieux dans d'autres univers, puisqu'on parle de numérique. Le numérique est perçu comme une menace considérable par ces régimes autoritaires. Précisément parce qu'il dépasse les frontières, parce qu'il peut acheminer des idées d'un pays à l'autre et d'un bout à l'autre de la planète. Et parce que cette menace a été accentuée par les réseaux sociaux et accentuée par les téléphones portables, le degré d'implication de ces régimes, je pense en priorité à la Russie de Poutine et au régime communiste chinois, l'intensité des investissements de ces régimes n'a fait que croître. Il s'agit pour eux d'une guerre à mort contre les démocraties. Soit ils la remportent et font s'effondrer les démocraties, soit ils craignent de s'effondrer. Ouais, on est face à un véritable choc, en effet, entre les démocraties, globalement, entre la démocratie, on pourrait dire, même en tant que concept, qui est menacé, qui est attaqué régulièrement par des régimes beaucoup plus autocratiques, qui ne respectent pas complètement cette liberté, finalement. Si on revient un petit peu aussi à la Chine, on a parlé de TikTok, mais on a beaucoup aussi entendu des choses autour de l'espionnage. On suspectait la Chine de mettre des backdoors, donc des outils pour récupérer des données derrière tous les routeurs de Huawei en particulier. Donc Huawei, c'est un fournisseur de matériel réseau qui est très très répandu dans tout un tas de réseaux. Il y avait aussi dans les téléphones chinois. Quelle est la réalité ? Est-ce qu'on a réussi à avoir une réalité de cette crainte autour de ces backdoors, de cet espionnage par ces matériels et par le logiciel chinois ? Si le régime chinois vous disait les choses franchement, non, c'est pas eux que j'irais demander. Hein. Il vous expliquerait qu'ils ne font que suivre l'exemple qui a été donné par les États-Unis et certains fabricants de matériel américain. Bon, si vous utilisez Cisco, vous savez éventuellement ce dont il peut retourner. Cisco qui sont aussi présents dans à peu près tous les data centers du monde, rappelons-le déjà, et que c'est par des failles, je le mets entre guillemets parce qu'on ne sait pas si elles étaient faites exprès ou pas, de Cisco que la NSA a pu récupérer des données effectivement au moment des affaires d'espionnage aussi. Voilà. Mais ce qui a changé aujourd'hui, et la raison pour laquelle on est en train d'entrer dans une ère totalement nouvelle, c'est que on quitte le hacking à la papa avec des équipes de hackers dans des open space avec des bouteilles de coca, pour passer à des systèmes automatisés délégués à des systèmes d'IA qui vont détecter automatiquement les failles de sécurité. Et elle est là, la révolution de l'IA. On se focalise trop sur l'IA générative parce que c'est ce que nous voyons, c'est ce qui nous amuse avec le pape en doudoune. On ne regarde pas assez ce basculement fondamental qui est l'automatisation de la détection des failles zero day, c'est-à-dire des failles qui ne sont pas connues des fabricants, des producteurs de logiciels, et qui sont aujourd'hui exploitées en masse par les services de renseignement qui disposent des capacités techniques pour le faire. Il y a eu des alertes très claires, étayées depuis, de la part notamment de la NSA et du FBI, quant à la possibilité offerte désormais au régime chinois de pénétrer les systèmes d'information américains, les systèmes y compris vitaux, d'y déposer des implants. Vous savez, il y a quelques jours, il y a eu ce missile Trident qui a eu un problème au décollage. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si on n'est pas en présence ici d'un exemple extrême de compromission des systèmes de vol tels qu'on les a connus dans le passé. C'était le programme Left of Launch dont je parle dans mon livre, qui était un programme de la NSA qui visait les lanceurs nucléaires de Corée du Nord. Le risque aujourd'hui représenté par ces failles de sécurité détectées automatiquement est un risque qui est inédit, nouveau, d'une ampleur. On en a parlé dans un tout récent épisode avec Françoise Soulier-Fogelman, qui est une experte, une pionnière en IA, et qui nous parlait de ces risques-là. Si on revient sur le choc idéologique qu'on évoquait juste avant, finalement, entre les démocraties attaquées en leur cœur, attaquées dans leurs principes même par des régimes plus autoritaires, est-ce qu'on n'est pas un peu naïf
en démocratie finalement. Est-ce que nous aussi, on se défend et on prend finalement les mêmes armes de désinformation pour attaquer aussi quelque part dans cette guerre informationnelle les autres pays, ou pour se servir aussi de ça pour redresser et remettre notre réalité, on va dire, dans le débat public? Oui, parce qu'avant d'attaquer, il faut d'abord songer à se défendre. Est-ce qu'on peut déjà commencer à se défendre en suivant une ligne éthique propre à nos valeurs démocratiques ou républicaines? Exactement. Mick Thibault, vous avez raison, on a été naïf. Mais je crois qu'on ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qui me permet de le dire? C'est le fait, par exemple, que les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont publié le 16 février une déclaration conjointe pour faire face aux manipulations de l'information, et ont lancé par la même occasion un appel aux autres régimes démocratiques pour s'allier dans une perspective multilatérale et faire front face aux manipulations de l'information. Le 4 mars va être rendu public par l'OCDE un rapport très important qui s'appelle Facts Not Fakes, qui porte sur la lutte contre les manipulations de l'information et le renforcement de l'intégrité de l'information. Ce rapport est signé par les 38 États membres de l'OCDE. Et c'est un tournant important dans la mesure précisément où ce rapport repose fondamentalement, sans en trahir le contenu, il est encore sous embargo, il repose fondamentalement sur les principes de liberté qui fondent nos régimes démocratiques. Trop souvent, on a pris prétexte, y compris en France, de la lutte contre les manipulations d'information pour restreindre nos libertés. Liberté d'expression, liberté d'opinion, bien sûr. Liberté de manifester, liberté d'informer. Et cela n'a fait en retour que servir les intérêts des régimes autocratiques, qui attendaient ça de nous. Est-ce que nous, on les attaque aussi? Est-ce que nous, on mène des guerres de désinformation en Russie, en Chine ou ailleurs, là où on veut peser aussi? Est-ce qu'on La France s'est dotée d'un commandement de la cyberdéfense, le ComCyber, depuis 2017. Mais là, c'est de la défense, c'est pas de l'attaque, là, comme cyber. Si, bien sûr que c'est de l'attaque. Il y a une doctrine de lutte informatique offensive, de même qu'une doctrine de lutte informatique défensive et de lutte informatique d'influence, qui sont des doctrines publiques. Puis, il y a des activités qui sont menées par nos armées. Ce qui est clair, en revanche, c'est que les actions de la France s'inscrivent dans un cadre qui est un cadre de droit international humanitaire, que la France s'interdit de manipuler l'information. Elle l'a encore récemment confirmé en signant la Déclaration mondiale sur l'intégrité de l'information le 20 septembre dernier, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. La France recourt, c'est pas un secret, à l'amplification de contenu. Il est fait recours à des sock puppets, à des faux comptes, à des réseaux de faux comptes, mais pas pour diffuser de fausses informations. Je n'en ai pas encore vu de fausses informations diffusées par nos armées dans ce cadre. En revanche, il faut bien dire une chose, qui est que même avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui, nous sommes à chaque instant au risque de voir des espaces informationnels submergés par les contenus de régimes autocratiques. On l'a vu notamment au Sahel cet été. Dès lors que la propagande du Kremlin est par exemple relayée par d'autres écosystèmes de désinformation comme l'écosystème iranien et l'écosystème chinois, ce sont des masses de contenus considérables qui viennent inonder, submerger tout ce que peut faire la diplomatie française et l'armée. Complètement asymétrique. C'est asymétrique. C'est fondamentalement asymétrique. Si on regarde un petit peu dans l'histoire de tout ce qui s'est déroulé, en 2007, donc, il y a eu des événements en Estonie, en 2016, les USA, en 2017, la présidence en France. À chaque fois, la déstabilisation russe se compose de cyberattaques, mais aussi combiné à d'autres événements, voire d'autres strates d'ingérence, comme le millefeuille, comme dans un millefeuille. C'est économique, c'est médiatique, c'est narratif, c'est politique. On le voit encore, hein, il n'y a pas si longtemps que ça débouche encore. Quand l'ennemi frappe, c'est dans un momentum bien choisi, sur plusieurs formats à la fois. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y préparer concrètement sur ces scènes-là, pardon? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Alors, je crois qu'on peut s'y préparer en se dotant des boucliers nécessaires, comme l'a fait la France, même si ces boucliers gagneraient à être davantage dotés en moyens, notamment en moyens personnels.
Nous pouvons nous y préparer en nous dotant d'une stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l'information et les ingérences étrangères, qui, à mon sens, fait aujourd'hui défaut à notre pays. Nous pouvons nous y préparer également en nous dotant de lois de transparence pour rendre davantage visibles certaines ingérences étrangères, notamment l'influence à travers le financement de think tanks ou des opérations d'investissement publicitaire dans des médias ou de rachat partiel de médias ou des joint ventures avec des médias. Nous pouvons aussi et surtout en sensibilisant la population française aux manipulations de l'information dont elle risque de faire massivement l'objet. Ouais, mais avec le terreau complotiste qu'on connaît, c'est pas facile cette affaire-là. Là. Oui, surtout après ce que tu nous as dit sur le travail des algos. Non, c'est pas facile, mais on a aujourd'hui des outils nouveaux. On a des outils nouveaux qui ont été développés, je trouve ça personnellement amusant, dans la même université d'où est parti le mal en matière de conspirationnisme, c'est-à-dire la technique que j'évoquais tout à l'heure d'Alexander Kogan, une autre équipe de psychologues de Cambridge autour d'un néerlandais qui s'appelle Sander van der Linden a développé des outils dits de pre-bunking, consistant à immuniser par avance la population à des campagnes de désinformation en les familiarisant avec les grandes techniques de manipulation de l'information auxquelles il est fait recours, en particulier sur Internet. Les familiariser avec le trolling, par exemple, ou les familiariser avec le fait d'essayer de jouer sur leurs émotions. Il faudra apprendre ça à l'école, du coup, David, tu penses? Alors, ils ont commencé par l'école, mais en réalité, il y a un problème d'échelle. C'est pas c'est ça, faisant bien sûr. À un moment donné, il faut se mettre à l'échelle. Et problème de timing aussi, parce que... Et de timing. Ils ont trouvé la solution. Ils ont trouvé la solution. La solution, c'est les jeux sérieux. Ah oui, les jeux sérieux en ligne. Ils ont fait Bad News, Go Viral. Ils ont fait aussi Harmony Square. Allez voir Harmony Square, allez jouer, ça prend 4 minutes. C'est sur le site du département d'État des États-Unis. En fait, c'est une ville parfaite où les gens ont un festival de l'ananas, ils adorent la démocratie, ils s'entendent bien. Vous êtes Chief Disinformation Officer, vous êtes désinformateur en chef. Votre job, c'est de mettre le dawa dans ce, dans ce petit point de... C'est ça qui est formidable, c'est qu'on en revient effectivement à des leviers de pédagogie, on est bien d'accord. Tout ça, ça Absolument. se pratique quand même sur un relatif temps long. Pour en finir, simplement une question. Ce matin même, il y avait Jean-Noël Barrot sur le plateau de France Info. Donc Jean-Noël Barrot qu'on a reçu dans Trench Tech quand il était ministre du numérique, qui est désormais ministre de l'Europe. La question lui a été posée à l'approche donc des législatives européennes sur les tentatives de déstabilisation, notamment russes pour ne pas les citer. Lui, il convoque l'idée d'un bouclier, un peu comme à l'époque de la guerre froide et le bouclier antimissile, un bouclier sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'appuyer sur ces plateformes de sorte à ce qu'elles coupent court dès qu'une information est supposée être de la déstabilisation. Est-ce que c'est totalement crédible, ça ? J'ai vu cette déclaration. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce qu'il a dit à mes yeux, c'est l'idée de se pencher sur la viralité des contenus. S'il s'agit de supprimer en masse des contenus, je crois que c'est contre-productif. S'il s'agit en revanche de s'interroger sur les modes de propagation des contenus, sur les conceptions même des réseaux sociaux et d'envisager de limiter la propagation de contenu, d'empêcher par exemple qu'un seul compte puisse en toucher 3 millions, là ça me paraît intéressant parce que compatible avec le respect de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Oui, mais ça touche à l'algo by design de la plateforme en question. Oui, mais ça touche du coup à l'algorithme en tant que tel de la plateforme en question, parce qu'autant dire, si vous voyez un départ de feu, vous mettez le couvercle sur la marmite, mais ça, c'est de la censure et ça ne va pas avec nos règles. Et leur demander d'éviter qu'un compte puisse en toucher 3 millions d'un coup, c'est leur demander de changer leurs algos. Et là, on sait bien que ce n'est pas crédible. Mais c'est la raison pour laquelle, pour ma part, je plaide et je continuerai de plaider
pour la création rapide d'un espace intègre numérique, c'est-à-dire un réseau social européen de services publics qui ne reposerait pas sur une architecture publicitaire, qui ne permettrait pas le recours à des bots et des botnets. J'ai eu cet échange en tête-à-tête avec Jean-Noël Barrot lorsqu'il était ministre de la Transition numérique, et il m'expliquait qu'il ne soutiendrait jamais cette proposition. Pourtant, il me semble que cette proposition aujourd'hui apparaît plus que jamais nécessaire. Vous savez, cet été, c'est nécessaire, mais ça marche si tu arrives à amener plein de monde sur ces réseaux sociaux. Et un réseau social conduit par l'État, il va être beaucoup moins sexy, malheureusement, que Facebook, Instagram et TikTok. Mais pourquoi est-ce que les gens qui nous parlent tous les jours de politique de l'offre cessent de nous parler de politique de l'offre quand il s'agit de l'information? Si on offre un espace intègre, je suis sûr qu'on y inscrira des gens. Moi, j'y inscrirai mes filles quand elles seront en âge d'accéder aux réseaux sociaux. Qui aujourd'hui se sent tout à fait en sécurité quand son enfant a TikTok entre les mains. Donc, et pour faire le parallèle avec une autre époque... Et regarde tous les gens qui quittent Twitter. J'ai eu un débat avec un journaliste du Guardian qui m'expliquait qu'il avait quitté Twitter, et je lui expliquais qu'il avait tort de quitter Twitter. De la même façon que dans les années 30, on avait tort de laisser l'espace public des villes allemandes aux nazis. C'est ce qu'avait montré Tchakotine quand il avait, lui, choisi un mode de propagande qui consistait à ne pas laisser le terrain, l'espace public, l'agora des petites villes allemandes aux nazis. Eh bien, il enrayait la diffusion du nazisme. Il enrayait la diffusion de l'antisémitisme. Ce n'est pas en quittant massivement Twitter sans aucune alternative. C'est une question d'occupation de l'espace là que tu poses. C'est surtout sans aucune alternative. L'espace public à ceux qui veulent le détruire et qui veulent détruire la démocratie. Vous savez, j'ai vu ce matin une déclaration de Jack Posobiec. Jack Posobiec, c'est l'homme des Macron Leaks, c'est l'homme du Pizzagate, c'est un acteur majeur de QAnon, c'est un proche de Roger Stone, un proche aussi de Steve Bannon, aux côtés duquel il s'exprimait à CIPAC. Il n'y a que du beau monde là, David, tu nous fais rêver là. Une belle réunion là. Ouais, c'est une belle réunion à CIPAC. Qu'est-ce qu'il dit à CIPAC devant tous ces conservateurs, ce grand moment, cette grande réunion de CIPAC? Il dit, en janvier 2021, on n'a pas réussi à détruire la démocratie, mais on va le faire cette fois-ci. Est-ce que nous allons laisser Twitter aux amis d'Elon Musk dont il fait partie? Et moi, j'aime bien l'exemple de David qui date du XXe siècle, on va dire. Mais à une autre époque, dans les autres médias, David cite souvent, il y a eu CNN et puis on a créé Euronews. Et heureusement qu'on a aussi des alternatives à proposer sur nos marchés locaux. C'est un petit peu l'idée aussi, quoi. Merci David pour tous ces échanges que l'on aimerait, sinon plus nourris, plus longs en tout cas, ça c'est sûr. Merci d'avoir participé à Trench Tech. Nous citons et nous rappelons surtout ton dernier ouvrage, La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits, aux éditions Taillandier, qui est sorti en 2023 dans toutes les bonnes librairies, cela va de soi. Et on peut te suivre également sur LinkedIn et sur X, puisque tu nous as dit que tu ne l'avais pas quitté, @colon_David. Mais vous, qui nous écoutez, restez encore 5 minutes. C'est l'heure du débrief. Merci David, au revoir. Merci David, au revoir. Au revoir. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon, alors vous vous souvenez, moi j'ai une petite marotte. Je vous en ai parlé à plusieurs épisodes. Je vous disais que la campagne sur les punaises de lit, on avait vachement entendu parler des problèmes de punaises de lit, là, qu'il y en avait plein à Paris, etc. Et bon, on a pu demander à David en off. Il vient de nous le dire. T'as eu la réponse. J'ai eu la réponse. Il y a vraiment eu une amplification de ce phénomène dans les médias par les Russes. Mais c'est normal. Comme quoi, ils vont partout où ils peuvent, y compris déstabiliser, dans ton lit, jusque dans mon lit, déstabiliser le débat public, partout où ils peuvent aller pour déstabiliser finalement la démocratie. Mais c'est ce que nous dit et notamment David. À l'approche des JO, parce que c'était alimenter cette peur à Paris, à l'approche des JO. À l'approche de n'importe quel événement, David le dit partout dans son livre, sur les plateaux, etc. Par exemple, l'élection de Trump qui a été poussée et favorisée par les Russes. Et dans la foulée, les manifestations anti-Trump poussées également par les Russes. Parce que finalement, Trump ou pas Trump, ils s'en fichent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est semer le chaos, c'est créer le doute et saper la confiance dans nos institutions démocratiques, c'est créer le chaos. Et ça rappelle, et c'est un hommage à nos amis Emmanuel Goffi, à nos amis Louis de Diesbach, etc. Je cite simplement Hannah Arendt qui disait
quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus croire en rien ne peut pas se faire une opinion. Voilà. Et donc, c'est ça la stratégie des Russes. Mais c'est ça qui est absolument incroyable, c'est qu'au fait, avec les réseaux sociaux, et c'est un peu ce que nous disait David Colomb, c'est est-ce qu'il faut voir le mal partout? Avec les réseaux sociaux, la réponse, globalement, c'est oui. En fait, c'est ça, moi, qui me... En fait, c'est le mal, il est un peu partout là-dedans. La désinformation, elle est un peu partout, et l'objectif, c'est de semer un peu le chaos. C'est surtout que c'est devenu des superstars du marketing digital qui savent extrêmement bien exploiter la façon dont les algos ont été construits, dont il nous a rappelé tout à l'heure l'origine par rapport à Cambridge Analytica notamment. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il nous parle d'Alexander Kogan, parce que quand on voit d'où ça vient, on comprend un peu mieux les enjeux et les intentions qui sont derrière et qui ont été récupérés par les Russes pour leurs outils de propagande et pour détourner nos outils d'expression publique et d'opinion publique à leur avantage. C'est tout à fait ça, c'est qu'au fait, ils exploitent nos outils pour leur propagande. C'est ça qui est absolument incroyable dans le truc. C'est l'arroseur arrosé d'une certaine manière. Alors ça, David nous l'a dit aussi, c'est une guerre de terrain. Il nous l'a dit à la fin finalement. Il ne faut pas céder du terrain, il faut occuper l'espace public. Et donc, il ne faut pas laisser ce terrain et donc ne pas y aller à la propagande et à ces campagnes de manipulation. Ouais. Mais ce qui est troublant par rapport donc, à ce que rappelle Thibaut, c'est ce côté arroseur arrosé. Il nous a très très bien dit, les régimes autoritaires réagissent à ce qu'ils ont considéré à un moment donné comme étant une menace pour leur propre régime. C'est-à-dire que la démocratie, avec ses valeurs et notamment ses outils d'expression, la fameuse liberté d'expression et les outils des réseaux sociaux qui en sont le symbole, eh bien, ils ont eu très très peur d'une déstabilisation finalement de leur propre régime. Et qui dit que ce n'était pas une façon de faire, a priori, on peut quand même le penser. Et donc, ils ont réagi et par là même, en réagissant, ils ont utilisé nos propres outils, nos propres techniques pour les retourner contre nous. Moi, j'ai adoré cette phrase qu'il nous a lâchée à la fin, pour rester sur ce thème-là. Ne pas céder l'espace public à ceux qui veulent tuer la démocratie. Il faut qu'on continue d'occuper l'espace public, mais en y agitant nos valeurs, en y agitant des vérités. C'est aussi. Une résistance. Une petite touche, un acte de résistance, une petite touche positive quand même, c'est qu'il nous a quand même dit qu'il y avait des solutions, et surtout, c'est que ce sujet, aujourd'hui, est bien pris en considération et on tente d'y trouver des réponses et on tente aussi de contrer un peu cet ensemble-là. Donc, c'est pas désespéré, c'est problématique, mais c'est pas désespéré. Alors justement, il parlait de s'éduquer à ça. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas de solution. Il m'a vraiment surpris là sur ce coup-là, parce qu'on entend toujours dire que quand on est face à un papy complotiste, tu n'arriveras jamais à le raisonner, etc. Ben si, il y a des solutions. Il nous parle de serious games, de jeux. Rappelons, hein, il a cité Harmony Square. Je ne connaissais pas. J'ai très hâte d'aller essayer après l'épisode. Du coup, pour apprendre à s'immuniser, finalement, à repérer et à être plus immune aux campagnes de désinformation. Ça servira plus à s'immuniser plutôt que d'aller convaincre un complotiste et là tu perds ton temps. Ah non, en revanche, mais parce que quand si papy complotiste t'arrive à lui faire utiliser Harmony Square, peut-être que ça va le changer un petit peu, je sais pas. Bon courage, tu me feras ton Rex alors. Il faut qu'il joue plus à Harmony Square qu'à des jeux comme je ne sais quoi, qu'à Candy Crush. En tout cas sur TikTok. En revanche, oui, il y a des solutions, mais moi ce qui m'effraie quand même un petit peu, désolé, hein, c'est la révolution de l'IA. Je cite David, ce qu'il nous a dit, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est le basculement fondamental dans l'automatisation de la détection des failles 0D pour les régimes autoritaires. Donc, on parle que d'IAG. Françoise Soulier-Fogelman nous parlait des risques liés à l'IA dans l'univers du cyber. Là, il nous le dit, c'est très clair. C'est le basculement dans l'automatisation de la détection des failles 0D. Attention, ça va craquer. French Tech. Et voilà, vous venez de passer plus ou moins 60 minutes en notre compagnie à exercer votre esprit critique sur les enjeux de conquête de nos esprits à l'heure de la guerre de l'information. Merci à David Colomb d'avoir éclairé le chemin de nos réflexions pour nous sentir toutes et tous autorisés à penser ce sujet par nous-mêmes. Parents, étudiants, décideurs en entreprise ou politique, les enjeux éthiques que soulève notre façon de concevoir ou d'utiliser les technologies numériques méritent toute notre attention. C'est notre droit et notre responsabilité pour aujourd'hui et pour demain de nous assurer de la place qu'elles prennent dans nos vies et dans l'organisation de nos sociétés. Vous voulez nous aider à propager l'esprit critique pour une tech éthique? Ça, oui, c'est une bonne décision. C'est simple et c'est gratuit en plus. Écoutez Trench Tech, partagez nos épisodes et laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée comme Apple Podcast par exemple. Vous pouvez aussi nous faire part de vos réflexions et suggestions sur nos médias sociaux, LinkedIn,
X et Instagram. Et souvenez-vous de ce que disait Hannah Arendt. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.